Bonjour à tous. Donc j'ai la lourde tâche de représenter les pharmaciens d'officine qui sont pas on n'est pas très nombreux aujourd'hui et je le regrette, mais finalement on est au début d'une belle et grande histoire. Une belle et grande histoire autour de la pharmacie clinique qui vont nous faire nous retrouver pharmaciens officinaux et pharmaciens hospitaliers. On a usé nos pantalons sur les bancs de la fac. En fin d'études, on a pris des parcours différents. Certains sont partis en officine, certains sont partis au niveau hospitalier, mais finalement, on partage des valeurs communes et des métiers et un métier et un diplôme de pharmacien, et on peut que se retrouver. Et dans ces chemins on ne pouvait que se retrouver. Est-ce que la pharmacie d'officine prend une légère tangente, parce qu'on faisait déjà de la pharmacie clinique sans le formaliser, mais on prend vraiment maintenant l'évolution de la mutation et l'évolution du pharmacien d'officine vers la pharmacie clinique, et l'ouverture du monde hospitalier et des pharmaciens hospitaliers vers la ville, et forcément on ne pouvait que se rencontrer. Et là où on s'était séparés au départ, on se retrouve sur des valeurs communes. Alors les liens d'intérêt, alors je ne suis pas très habitué à mettre des liens d'intérêt, j'ai mis tous les organismes dans lesquels je siégeais. Si on peut retenir mes intérêts c'est la pharmacie d'officine et c'est ma région dans tous les cas. Alors sur la pharmacie clinique, le rôle du pharmacien clinicien qui est rappelé en fait ici, et c'est toute la problématique de la pharmacie d'officine, et je rejoins finalement notre ami patient, même s'il y a certains propos que je ne partagerai pas, mais j'entends ce qu'il dit, et finalement il nous dit pharmacien d'officine, où êtes-vous? Parce qu'on a besoin de vous dans l'éducation thérapeutique du patient. C'était l'exemple qui était pris. Et bien moi je dis, oui, mais moi pharmacien d'officine, dans le cadre de la pharmacie clinique, avec tous les items qu'elle a, je sais que je suis compétent pour faire ça. Il a fallu attendre une loi, qui est la loi HPST de 2009, vous avez bien fait de le rappeler, qui nous donne toute l'autre légitimité du pharmacien d'officine dans le parcours de soins. Mais le problème, c'est que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'après, ce n'est pas tout d'avoir un savoir-faire, ce n'est pas tout d'être autorisé à le faire. Il faut après aller être payé pour le faire. Sinon, ça ne marche pas. Donc, et après, en partant de nos compétences, de ce qu'on est autorisé à faire, il y a ce qu'on appelle les négociations conventionnelles entre les syndicats pharmaceutiques. J'ai mis je fais de l'œcuménisme, c'est les deux syndicats représentatifs de la profession, qui doivent négocier avec l'assurance maladie pour valoriser les compétences du pharmacien. Et voilà toute la problématique pour laquelle on n'était pas assez avant, que vous ne nous trouviez pas avant dans les parcours de soins tels qu'on aurait dû l'être. J'ai mis aussi les mutuelles, parce que finalement, il y a aussi des conventions des pharmaciens d'officine avec des mutuelles, notamment en ce moment sur le dépistage, enfin, on va parler de repérage pour les pharmaciens, notamment sur le volet cardiovasculaire. Donc on a une double problématique. Donc la première problématique, c'est qu'il faut articuler notre savoir-faire avec ce qu'on a droit de faire, avec les besoins et sur les choses pour lesquelles on peut être payé. Et l'autre problématique, c'est que notre métier est en mutation et évolue. Il faut qu'on arrive à s'articuler avec les autres professionnels de santé en faisant nos preuves, mais aussi que chaque professionnel de santé prenne en compte la valeur ajoutée. J'ai entendu ce matin notre collègue belge qui disait que dans le cadre d'un certificat, elle faisait travailler ensemble, en fait, c'est l'histoire un peu de vie ma vie, en fait, pendant quelques temps, on vit ma vie de médecin, vit ma vie de sage-femme, vit ma vie de pharmacien. Finalement, et moi en tant que président du RPS, on est tous dans la maison toutes les URPS en Hauts-de-France sont réunies dans la maison des URPS, on travaille ensemble, on a des réunions ensemble, et finalement il y a des points sur lesquels on pense connaître le métier de l'autre, mais finalement on ne le connaît pas si bien que ça, et ça fait l'objet, il y a des moments de discussion et même d'incompréhension. Et moi j'ai des phrases qui sont venues en disant, par exemple sur les bilans de médication, en disant « Oh, qu'il y a des pharmaciens que vous allez encore nous emmerder à fliquer nos prescriptions ». Non, c'est pas ça, c'est pas du tout ce principe-là. Ou sur la vaccination, oh, vous avez vu piquer notre boulot. Eh bien non. Donc le tout, c'est après de trouver la juste articulation entre tous les professionnels de santé, au service bien sûr du patient, et comment on articule tout ça, et surtout comment on se coordonne et comment on communique entre nous. Alors, c'est progressif. On a parlé de l'ETP, l'éducation thérapeutique du patient, où on a commencé justement à mettre une équipe de soins, une équipe de professionnels de santé pluriprofessionnelle avec les associations de patients pour travailler sur l'éducation thérapeutique du patient. Pourquoi nous n'y étions pas
et on n'avait pas toute notre place, même si les textes le prévoient, c'est qu'il n'y avait pas de rémunération associée hors MSP, or les maisons de santé pluriprofessionnelles ne couvrent pas beaucoup de professionnels de santé au niveau pourcentage, mais voilà, on a toute notre place à jouer, et je suis d'accord, et c'est tout un axe d'action au niveau de l'URPS, de développer l'éducation thérapeutique du patient en Hauts-de-France. Il y a eu les entretiens pharmaceutiques, où pour une première fois, les pharmaciens d'officine ont pris le temps, dans un colloque singulier avec le patient, pour parler de sa pathologie, d'évaluer en fait ses prescriptions et à la fois que le patient prenne en compte son traitement et améliore l'observance et de prévenir les risques de iatrogénie. Ça a commencé par les anticoagulants oraux, il y a aussi l'asthme après, il y a eu la vaccination. Bon, je ne vais pas parler de la vaccination, c'est un sujet qui est un petit peu polémique et qui n'est pas le fond du dossier, mais je voulais le citer aussi parce que ça fait partie des nouvelles missions du pharmacien d'officine et c'est amené à se déployer puisque l'expérimentation est un grand succès dans les 2 régions qui l'ont testé. Et j'en arrive au bilan de médication que j'ai mis en gros et en gras. Parce que finalement, on y arrive enfin. Ce bilan de médication, j'en parlais avec un ancien prof à la fac là, que j'ai croisé tout à l'heure, on en parle depuis les années 80. Eh bien oui, ça fait quand même un bout de temps qu'on parle de bilan de médication dans les officines, et c'est arrivé maintenant. Nous sommes en 2018, et à partir de ce bilan de médication-là, qui est finalement notre cœur de métier, qui permet de recentrer le rôle du pharmacien d'officine et de replacer finalement l'église au milieu du village, et de se dire, le pharmacien d'officine va pouvoir, avec son patient, parler de son traitement, analyser en fait les ordonnances, et après, avec un échange avec le pharmacien, avec le médecin, pardon, suggérer, tous les mots sont importants, des adaptations de traitement. Et finalement, cet outil conventionnel, on va s'en servir et c'est ce qui va faire un pont entre nous. Ça a déjà fait un pont entre nous, puisque dans le cadre, parce que la pharmacie clinique a acquis ses lettres de noblesse à l'hôpital, et maintenant qu'il y a une légitimation au milieu hospitalier, et merci à vous, pharmaciens hospitaliers, d'avoir montré le savoir-faire en fait, des pharmaciens dans les services hospitaliers, ce qui n'était pas gagné d'avance. Moi, il y a un grand ponte du CHR de Lille qui me disait, écoute Grégory, moi quand j'ai vu les pharmaciens arriver dans le service, je dis, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et maintenant, il fait, je ne peux plus m'en passer parce que ça nous sécurise. Si vous avez réussi cette transformation-là à l'hôpital, à nous de réussir de la faire en ville. Voilà, et là, c'est le challenge. Et c'est en ça que je dis, on est au début d'une belle et grande aventure. Et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'officinaux dans la salle, mais d'ici quelques années, on sera à 50-50, parce que la pharmacie clinique, c'est une discipline, et qui sera à la fois pour les pharmaciens officinaux et les pharmaciens hospitaliers, d'autant plus que les nouveaux pharmaciens officinaux qui sont formés dans les facultés sont formés sur la pharmacie clinique, ce n'était pas le cas d'une ancienne génération dont je fais un petit peu partie, il faut quand même l'avouer. Donc, les bilans de médication, ça permet de faire un pont entre nous, puisqu'on a formé les pharmaciens dans le cadre de la SFPC, avec les facs et avec les hôpitaux. Ça nous permet en fait du lien ville-hôpital. Et ça va nous obliger à communiquer avec les médecins via les systèmes d'information. Même chose, qui vont se créer finalement, maintenant qu'on a cet outil-là de bilan de médication, qu'il va falloir communiquer un compte-rendu en fait aux médecins, eh ben, on va développer les messageries sécurisées. Il ne servait à rien pour les pharmacies d'officine de prendre des messageries sécurisées, donc créer un tuyau sans contenu. Finalement, c'est le contenu qui fait qu'après, on va avoir le meilleur mode d'acheminement. En tout cas, c'est la méthode, pour moi, la plus efficace. Et demain, et le métier de demain du pharmacien d'officine. Je vais assez vite parce que je sais qu'on a pris un peu de retard et il y a beaucoup de choses qui ont été dites par mes prédécesseurs. Sur le repérage, on voit bien qu'il y a des expérimentations qui sont menées sur le repérage, notamment en officine, du dépistage du repérage du risque cardiovasculaire, sur les maladies rénales chroniques ou sur le diabète. Ça va être amené à se développer et j'en parlais aussi avec ma première slide, avec notamment des partenariats avec les mutuelles. Les entretiens, pour l'instant, il y a 2 entretiens qui sont sur les anticoagulants oraux et sur l'asthme, mais d'autres entretiens vont arriver sur le sevrage tabagique, vont arriver sur le traitement de substitution aux opiacés, sur le traitement anticancéreux en ville. Bref, des choses sont développées. Et le pharmacien va retrouver sa place qui est réclamée par les patients parce qu'il va disposer d'un panel d'outils conventionnels pour lequel il va être rémunéré, qui va permettre de mieux
de mieux s'intégrer dans le parcours du soin du patient, dans le sein de parcours du patient. Et le lien ville-hôpital. Le lien ville-hôpital, c'est fondamental. Je disais, là, on se retrouve, et on va se retrouver avec les bilans de médication. Il y a des expérimentations qui marchent, mais le lien ville-hôpital, c'est dans les deux sens. Il ne faut pas considérer le pharmacien d'officine comme juste une adresse mail à qui on va adresser le bilan de médication, le bilan de conciliation qui a été fait à l'hôpital. Non, ça va plus loin que ça. C'est que le pharmacien d'officine, certes, il est destinataire, mais nous, il faut savoir le traiter, il faut savoir faire des retours. Par exemple, je prends l'exemple, si vous instaurez une biothérapie à l'hôpital, ce qui est intéressant, c'est que le pharmacien puisse faire des relais sur les effets secondaires, du suivi en temps réel du médicament, du suivi d'observance, et hop, et que l'information revienne. Et là, il faut qu'on trouve l'articulation pour que ça soit un lien bilatéral. L'exemple typique, c'est que le pharmacien d'officine ne sert pas qu'à avoir la dernière ordonnance. Il n'y a pas une semaine où un externe en pharmacie m'appelle en disant « Ah, j'ai telle personne qui est hospitalisée, j'ai besoin de l'ordonnance. » Bon, de la dernière ordonnance pour avoir son traitement. Je fais « Moi, il n'y a pas de souci. Donnez-moi votre adresse sécurisée, parce que moi, j'ai une adresse sécurisée, forcément. » Ah non, mais j'en ai pas, vous comprenez, je suis externe, attendez, je vais chercher, vous pouvez pas l'envoyer par fax. Je fais non, mais il y a une adresse sécurisée, mais je fais exprès de forcer un petit peu le trait. Et puis il finit par me donner son adresse mail personnelle, en disant envoyez-le sur mon adresse mail personnelle. Donc on voit qu'on a des choses à créer entre nous, et on va y arriver. Je vais parler aussi des ESP et des CPTS, des équipes de soins primaires et les CPTS, Caroline, vous savez mieux que moi, commission professionnelle de territoire, qui intègre notamment le second recours. J'ai toujours du mal avec ces acronymes. Et on voit que le cadre législatif qui nous permet en fait de se coordonner en ville, finalement, est assez récent. Donc à nous en emparer pour se coordonner. Avec une problématique, c'est que dans ces ESP ou CPTS, ça part toujours du médecin traitant. Or, il y a des territoires où on a un problème de médecin traitant. Donc il faut permettre aux professionnels de santé de se coordonner là où il n'y a pas de médecin traitant. Alors je sais que je vais faire bondir certains médecins, mais on peut créer des équipes de soins primaires transitoires pour permettre de se coordonner en ville avec les infirmiers, les kinés et les pharmaciens, à défaut de médecins. Sinon, c'est la double peine. Un, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de prescripteur, et en deux, on nous empêche de nous coordonner. Donc, il y a une évolution législative à avoir là-dessus. Pharmacien référent, c'est dans les textes, on attend aussi les décrets d'application. La télésanté. En ce moment, il y a des négociations avec les médecins sur la télémédecine. La pharmacie d'officine doit avoir un rôle dans la télésanté. Ça peut être un lieu de téléconsultation, un lieu de téléexpertise, sachant qu'on a un maillage territorial. Mais mon propos sur la télésanté, je n'ai pas marqué télémédecine volontairement, mais télésanté, c'est qu'il y a un truc qu'on a à construire ensemble. Maintenant qu'on a créé des ponts, maintenant qu'on travaille ensemble, il faut inventer la télépharmacie. Moi, je vais avoir besoin pour des médicaments de rétrocession, il y a des moments d'information que vous avez. Et donc là, c'est une sorte de télé-expertise, entre guillemets, où moi j'ai besoin d'appeler le pharmacien hospitalier en disant j'ai tel médicament de rétrocession que j'ai vu dans le dossier pharmaceutique, ça me ressort une interaction, je ne connais pas bien, on en discute ensemble, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Là, on a quelque chose à construire ensemble, et on part d'une page blanche. Alors, pour finir sur une note d'espoir, s'il y a un mot à donner, c'est la coordination. Il faut apprendre à travailler ensemble et à communiquer ensemble et la coordination. Et j'ai mis le logo des URPS. D'une, ça me fait plaisir en tant que président du URPS, mais c'est pour dire aussi que je crois beaucoup aux URPS. URPS, Union régionale des professions de santé, on a des missions qui nous sont confiées par la loi HPST dans l'optique de régionalisation de la santé. Et c'est aussi un endroit où on se crée de l'interprofessionnalité. Donc finalement, c'est un laboratoire d'idées. C'est un laboratoire où on fait de l'interprofessionnalité. Et l'intérêt, c'est de créer des choses, expérimenter des choses en région qui peuvent, après, si c'est efficace, en publiant, le faire remonter en fait au niveau conventionnel. Un exemple qui est d'expérimentation que l'on a fait, Jean-Marc Lefebvre en a parlé de manière succincte, sur la conciliation médicamenteuse à l'hôpital. On sait très bien, et vous le savez mieux que moi, que 85% des conciliations médicamenteuses qui sont faites à l'hôpital ne sont pas suivies d'effet en ville. Pourquoi ? Parce que le médecin ou le pharmacien n'était pas associé. Une étude a montré qu'en associant le médecin traitant et le pharmacien
finalement, c'était beaucoup plus efficace en fait par la suite. Voilà un exemple d'expérimentation qui a été menée avec l'URPS pharmacien et l'URPS médecin, que je salue parce que c'est assez innovant pour eux, qui ont mis sur leur fonds propres une rémunération des personnels de santé pour montrer que c'est efficace, pour après le défendre au niveau conventionnel. C'est un bel exemple de choses qui peuvent se mettre en place. Je ne vais pas être plus long, je sais qu'on est pris par le temps. S'il y a des questions, je serai ravi d'y répondre. Merci à toute votre attention, mais je vous assure, on est au début d'une vraie et belle histoire ensemble. Merci.